On craint le pire pour 4 motoneigistes disparus dans la région de Valcourt. Le mystère continue d'entourer la disparition d'une femme de 60 ans. Et un party du jour de l'an tourne mal pour 5 joueurs du Titan de Laval. Bonne fin de soirée, mesdames, messieurs. Eh bien, on est toujours sans nouvelles des 4 motoneigistes disparus depuis hier à Valcourt, en Estrie. Mais des indices laissent craindre le pire. Les policiers de la Sûreté du Québec ont confirmé ce soir qu'un casque retrouvé sur la rive du lac Brampton appartenait à l'une des disparues. De plus, des témoins ont affirmé avoir vu 2 motoneiges s'engager sur le lac alors qu'il n'est pas entièrement gelé. Les 4 disparus, André Joly, Nathalie Côté, Christian Fontaine et Lucie Bernier, tous âgés dans la vingtaine, ont été vus pour la dernière fois vers 15 heures hier après-midi. Les recherches amorcées aujourd'hui par les patrouilleurs de la Sûreté du Québec et des dizaines de motoneigistes reprendront demain matin avec l'aide des plongeurs. Mais pour l'instant, le père d'un des disparus ne comprend pas ce qui s'est passé. C'était pas son habitude, ça. Normalement, quand il partait, il donnait des nouvelles. Puis s'il retardait ou s'il y avait quelque chose, il lâchait un coup de téléphone, soit à nous autres ou à quelqu'un d'autre sur le bord de son ami. D'autre part, la Sûreté du Québec élargit le périmètre de ses recherches dans le but de retrouver Monique Guénard-Baudette. Cette femme de 60 ans qui demeure dans les Hautes-Laurentides est portée disparue depuis une semaine. Un couple a rencontré Mme Baudette mardi dernier à Saint-Hyacinthe. On s'explique mal sa présence à cet endroit puisqu'elle devait se rendre à l'Épiphanie dans la région de Lanaudière. Un appel a donc été lancé à tous les corps policiers. On veut s'assurer que Mme Monique Guénard-Baudette n'a pas franchi les douanes. On a un portrait différent de la personne qui est rapportée manquante. C'est-à-dire que là, il y a confusion, au moins, de la part de la personne. Alors, le secteur des recherches devrait être agrandi et on devra ajuster les recherches dans une autre optique. Branle-bas de combat ce midi à Longueuil. 200 travailleurs de la compagnie Héroux ont dû être évacués à la suite d'une fuite d'acide nitrique à l'intérieur des locaux de l'entreprise. Il semble que l'acide soit entré en contact avec du métal, produisant ainsi une faible quantité de gaz toxique. Tout est rentré dans l'ordre au bout de 2 heures. Heureusement, personne n'a été blessé ou incommodé dans l'incident. On connaît maintenant l'un des 2 noms, plutôt le nom du 2e procureur qui a hérité du dossier de Richard Barnabé. Il s'agit de Maître Martin Chabot, procureur de la Couronne dans le district de la Beauce. Il assistera à Maître Jean Lortie du district de Québec, nommé le mois dernier. Par ailleurs, c'est demain que devrait être déterminée la date du procès des 5 policiers accusés de voies de fait graves aux dépens du chauffeur de taxi. Eh bien, parlant de l'affaire Barnabé, il s'agit d'un dossier qui aura évidemment marqué l'actualité judiciaire en 1994, tout comme le procès du jeune Martin Labelle de Longueuil ou encore le procès de la juge Raymonde Véron. L'année 94 a débuté avec une bruyante controverse autour d'une décision rendue par la juge Raymonde Véron. Dans une cause de sodomie sur une fillette de 9 ans, la juge retenait comme facteur atténuant le fait que l'accusé avait ménagé la virginité de l'enfant. Le Conseil de la magistrature a étudié puis rejeté les plaintes portées contre Raymonde Véron, aujourd'hui juge en chef de la Cour municipale de Montréal. Quant au juge René Crochetière, qui avait déclaré que si un accusé tuait sa femme, ça ne l'empêcherait pas de dormir, il a essuyé une sévère réprimande du Conseil de la magistrature le 16 mars dernier pour ses propos. D'autres professionnels ont connu des démêlés avec la justice. Le chirurgien Marc Bissonnette, accusé d'avoir violé une patiente encore sous anesthésie, a commencé à subir son procès en octobre. La mère et la tante de la jeune femme ont raconté avoir tout vu et un médecin a prélevé du sperme frais chez la patiente. Le dénouement de cette affaire surviendra sans doute au cours de l'année 95. Le docteur Leslie Krause, lui aussi accusé d'agression sexuelle, mais sur un patient mineur, a été acquitté le 19 mai. Moins chanceux devant ses pairs, il a été trouvé coupable des mêmes infractions par le comité de discipline 6 mois plus tard. Le docteur Krause, qui est séropositif, a démissionné du Collège des médecins. Le 23 novembre, le procès du psychiatre Claude Saint-Laurent pour agression sexuelle s'est ouvert après 3 ans de contestation devant les tribunaux supérieurs. Le docteur Saint-Laurent est accusé d'avoir profité de sa position d'autorité pour obtenir des faveurs sexuelles de 2 patients. Le monde artistique n'a pas été en reste. La jeune chanteuse Nathalie Simard a été accusée de tentative de fraude à l'endroit de sa compagnie d'assurance.
Le 21 avril, elle s'est présentée en catimini au palais de justice pour reconnaître sa culpabilité. Elle a écopé d'une amende de 2 000 $. L'animatrice Danielle Ouimet a été condamnée, elle, à verser près de 10 000 $ d'amende après avoir été reconnue coupable de publicité trompeuse relativement à une fausse crème rajeunissante. D'autres personnalités ont défilé devant le tribunal. L'animateur Gilles Proulx a été acquitté d'une accusation de voie de fait sur son ex-recherchiste. Proulx a toujours nié farouchement avoir levé la main sur la plaignante et il a accueilli le verdict avec soulagement. Quant à l'écrivain Christian Mistral, ses frasques l'ont conduit derrière les barreaux pour toute la période des fêtes. Il est accusé de s'être livré à des voies de fait sur d'ex-conjoints. À Longueuil, après 5 semaines de procès, un jury a condamné un adolescent de 16 ans, Martin Labelle, pour un triple meurtre. À l'âge de 14 ans, Martin Labelle a abattu son père, sa mère et son frère d'une balle à la tête. Il connaîtra sa sentence en février. Au terme d'un second procès, l'ex-policier Alan Gossett a été acquitté à nouveau d'une accusation de négligence criminelle ayant causé la mort d'Anthony Griffin en novembre 1987. Mais ce sera l'affaire Barnabé qui aura marqué la scène judiciaire en 1994. Le 3 février, la comparution des 6 policiers accusés au départ a entraîné une cohue indescriptible au palais de justice de Montréal. 10 mois plus tard, au terme de l'enquête préliminaire, 5 des 6 agents ont été cités à leur procès sur des accusations de voies de fait graves, entre autres. Ce procès se déroulera, selon toute vraisemblance, devant jury au cours de l'année qui vient. Isabelle Richer, Le Grand Journal. Et toujours aux faits divers, on apprend à l'instant qu'un incendie fait présentement rage dans un immeuble à logement du 3250 de la rue Forest Hill dans le quartier Côte-des-Neiges. Il semble que l'immeuble soit occupé principalement par des personnes handicapées. L'incendie a nécessité jusqu'à présent 5 alertes. Eh bien, l'achalandage au Casino de Montréal s'est considérablement accru pendant la période des fêtes. 155 000 personnes se sont rendues au Casino de l'île Notre-Dame entre Noël et le jour de l'an, soit 21 000 de plus que l'an dernier. Pour 1995, on facilitera l'accueil des visiteurs en doublant le nombre d'espaces de stationnement qui passeront de 1200 à 2200. Selon le porte-parole du Casino, plusieurs facteurs expliquent cette popularité. Il faut bien comprendre qu'à la période des fêtes l'an dernier, le Casino de Montréal n'avait qu'un mois et demi d'histoire derrière lui. Donc, le bouche à oreille a fait son effet également. Et je réitère que le service à la clientèle et la qualité du produit offert au Casino de Montréal sont principalement les causes là, de cet achalandage accru. Et vous le savez, l'année 1995 vient à peine de commencer, que déjà plusieurs Montréalais se préparent à célébrer l'arrivée de l'an 2000. Il faut dire que partout dans le monde, le 31 décembre 1999 remet un caractère particulier qui mérite d'être souligné. Vous en avez soupé des fêtes? Bien, sachez qu'il y a des gens qui passent en ce moment à Montréal le plus clair de leur temps à préparer non pas les prochaines, mais le jour de l'an 2000. Notamment le mouvement Bienvenue 2000 qui organisera une immense vidéoconférence le 31 décembre 1999 entre 7000 villes du monde entier. Ici, à Montréal, à 6 heures du matin, le 31 décembre 1999, a lieu le premier l'an 2000, le premier arrivé de l'an 2000, dans les îles du Pacifique, des petites îles qu'on appelle le Tonga. Et ensuite, ça va débouler comme ça pendant 24 heures. Donc, il y a 24 minuits qui vont se réaliser dans les 24 fuseaux horaires de la planète. Beaucoup d'hôtels de Montréal ont déjà des réservations dans le Méridien qui va louer son grand salon pour au moins 600 personnes. Je ne peux pas dévoiler des détails encore. Évidemment, c'est dans 5 ans. Tout n'est pas mis sur pied encore. Sauf qu'on veut faire une activité très, très spéciale. Les gens vont se souvenir, que ce soit pour la nourriture ou pour l'entertainment. Alors, on commence déjà à travailler ça. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a d'autres grands hôtels de Montréal qui commencent à se préparer, qui ont déjà des réservations? Oui, sûrement. Oui. 5 ans, ça paraît long, mais dans l'hôtellerie, c'est pas long. Jusqu'aux amateurs de vin qui ont mis la main sur les meilleurs millésimes. C'est que, déjà, comme je vous disais tout à l'heure, les amateurs, les collectionneurs de vin, la plupart les ont déjà achetés et les réservent pour cette période-là. Donc, il y en a encore un petit peu sur le marché. Et pour ne pas être déçu et pour ne pas courir après la grande bouteille, ça vaut la peine d'y penser tout de suite. Ça peut sembler difficile de faire des projets d'avenir. Après tout, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Mais si vous voulez souligner de façon vraiment très spéciale ce début de siècle et ce début de millénaire, il faudrait peut-être mieux y penser tout de suite. Après tout, il ne reste que 1824 jours d'ici l'an 2000. Catherine Lafrance, Le Grand Journal. C'est long tout de même. Après la pause, Catherine Vachon fait le bilan du mois de septembre 94 sur la scène artistique. Juste un petit conseil pour que ça aille bien.
Fermez vos gueules. Quand la faim vous prend, on comprend que vous voulez manger dans les plus brefs délais. Pizza Salvatore. Les vrais spécialistes. La dernière fois qu'un gars t'a invité à manger chez lui, ça s'est passé comment? Mal. Il a voulu m'impressionner avec un gros repas aux chandelles puis de la petite musique douce. Faut-tu être bête, hein? Moi, j'avais un gars qui a des goûts bien particuliers. Mais pas dispendieux. Pratique. Mais en même temps, brûlant de passion. Dans le fond, je veux du cas. Je t'écoute, là. Je trouve qu'on a tellement de choses en commun, tous les deux. La fondue Swiss Night, un délicieux complice pour toutes les occasions. La différence, c'est que chez nous, de la pizza, on ne fait que ça. Pizza Salvatore, les vrais spécialistes. Matelas Dauphin présente l'annuel, la vente que vous attendiez et qui arrive à point. Profitez de 15 à 50% de rabais sur toute la marchandise en magasin et redécouvrez le plaisir de dormir sur des matelas de grande qualité fabriqués ici même par Matelas Dauphin. Offrez-vous le luxe du vrai repos grâce à notre gamme de produits, matelas, lits et accessoires de votre choix. Ne passez pas à côté de l'annuel de Matelas Dauphin et souvenez-vous, avec la force du fabricant, vous en avez vraiment pour votre argent. Qui peut sauver une vie? 90% des victimes de blessures peuvent être sauvées par la première personne sur les lieux, à condition de posséder la formation nécessaire. C'est pourquoi la Croix-Rouge canadienne offre un cours complet de premiers soins afin que les personnes qui peuvent agir le fassent. Pouvez-vous être l'une d'entre elles? Oui, vous le pouvez. Pour plus de renseignements, communiquez avec la Société canadienne de la Croix-Rouge. Laissez-nous vous montrer comment. Et elle a marqué d'une pierre vraiment sa place au Québec, ici, autant qu'Olivier Guimond, d'après moi. Une femme attachante qui a su faire sa marque dans le cœur des Québécois. Voyez Dodo, dernière partie, dimanche 19h. Les bébés sont de retour avec leur chanson à Sonia Benezra. Les 9 mois de studio intenses, c'est sûr qu'il y a eu des défis différents. Mais c'est pas si pire, on est comme des frères. Hein? Voyez les bébés à Sonia Benezra, demain 18h30. Ah bien, en sport maintenant, François, il y a le Titan de Laval qui fait encore parler de lui. 5 joueurs du Titan de Laval ont été impliqués dans une bagarre dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. 9 personnes ont été arrêtées, 5 d'âge mineur et 4 adultes. Une enquête est en cours et Jean-François Desbiens nous résumera les faits dans quelques instants à Sport Plus. Et une nouvelle surprenance dans le monde de Formule 1. L'écurie Williams embauche le pilote écossais David Coulthard pour seconder le Britannique Damon Hill en vue de la saison 95 au lieu de Nigel Mansell. On en parle dans quelques instants à Sport Plus. À tout de suite, François. Merci. Bonne soirée. Eh bien, la Faculté de pharmacie de Montréal a récemment célébré son 75e anniversaire. Cette faculté, qui accueille 600 étudiants par année, est l'une des 3 plus importantes au pays. C'est à l'initiative de 8 pharmaciens que fut fondée en 1905 une école de pharmacie francophone à Montréal. Mais c'est véritablement en 1919 que naît la Faculté de pharmacie, alors que l'école est intégrée à part entière à l'Université de Montréal. Ça s'appelle des densimètres. Ça servait à la préparation de sirop ou d'élixir. Et comme en témoigne Suzanne Bisaillon, professeure à la faculté, les méthodes utilisées il y a 75 ans avaient peu de rigueur comparées à maintenant. On mélangeait ici les ingrédients et là, on les amenait dans les alvéoles où on égalisait le tout. Ça vient aussi du fait que les formes médicamenteuses elles-mêmes n'étaient pas très précises. Alors, on avait une marge de manœuvre sur la dose qui était assez importante. Autre exemple, vers 1919, on prescrivait une solution injectable afin de traiter les saignements abondants chez la femme. La prescription était d'une demi-seringue par jour, sans toutefois préciser ni la grosseur de la seringue, ni la concentration du médicament. Bien sûr, les temps ont beaucoup changé. En effet, l'évolution de la profession et des instruments permet de mesurer aujourd'hui les doses avec une précision d'1 millionième de gramme. Mais ce n'est pas tout. Là où ça a beaucoup changé, c'est au moment de la délivrance du médicament.
À l'époque, on se souciait peu de ce qui arrivait avec le médicament une fois qu'il était remis au patient. La formation universitaire veut précisément mettre en valeur ce rôle du pharmacien auprès du patient. C'est celui qui s'occupe d'une utilisation optimale du médicament chez le patient. Qu'est-ce que ça veut dire optimal? Ça veut dire que lorsqu'on consomme des médicaments aujourd'hui, ils seront très complexes, très sophistiqués. Ils doivent agir à des sites d'action bien définis. Et le pharmacien est celui qui va décider quel est le meilleur médicament qui va répondre le mieux aux besoins du patient. Décider, évidemment, en collaboration avec le médecin. Et s'il y a une chose que les étudiants ne veulent pas, c'est de devenir de simples vendeurs de pilules. Parce qu'on essaie d'être plus près des clients, puis les clients sont de plus en plus exigeants, c'est qu'ils veulent plus avoir d'informations. Puis je pense que le défi, c'est d'être capable de passer l'information, puis de les sensibiliser. Il y en a encore qui nous perçoivent comme des compteurs de pilules, mais de plus en plus, étant donné que les systèmes de santé sont engorgés, bien, les médecins sont super occupés, fait que les gens viennent de plus en plus vers les pharmaciens. Fait que je pense que en donnant des bons services pharmaceutiques, puis avec notre nouveau bac, c'est beaucoup plus personnalisé. Puis ça, je pense qu'on va peut-être arriver à être plus reconnus comme des professionnels de la santé. En 75 ans d'existence, plus de 4000 étudiants ont obtenu leur diplôme de la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. André Saint-Roch, Le Grand Journal. Les événements de 1994, comme le massacre des membres de l'Ordre du Temple solaire, ont semé la consternation partout dans le monde. Et pour souligner l'arrivée de 1995, le cardinal Jean-Claude Turcotte a accepté de nous accorder un entretien dans lequel il a notamment été question du phénomène des sectes. Je pense que, vous savez, ça va un peu avec la mentalité moderne. Dans notre monde, on a un attrait pour la nouveauté qui est presque maladif. Alors forcément, les religions qui sont là depuis 2000 ans, ou depuis 1000 ans, c'est des vieilles affaires. On a un attrait, donc un goût pour ce qui est neuf. Et il y a peut-être aussi notre faute aussi. Peut-être que nous ne savons pas assez présenter en mots simples, en mots d'aujourd'hui, la religion, la doctrine de Jésus-Christ. C'est questionnant pour nous. Je vous avoue en tout cas que moi, dans l'Église qui est la mienne, c'est des questions qui reviennent constamment. Pourquoi? 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 On ne se tourne pas davantage vis-à-vis de l'Église. Personnellement, je vous avoue que moi, comme théologien, parce que j'ai étudié la théologie, j'ai quand même consacré un bon 6-7 ans de ma vie, j'ai un gros problème théologique. Hein? J'ai de la misère à concilier ça avec la théologie. Par ailleurs, ceci étant dit, moi, ce que je trouve, et j'aime autant qu'on dit, tournons la page du sacerdoce des femmes et demandons-nous qu'est-ce que l'Église peut faire pour donner à la femme sa vraie place. Et c'est énorme ce qu'on peut faire. Et c'est très peu ce qu'on a fait. Faire, vous savez, des communautés religieuses ou des prêtres, des espèces de tyrans, des satyres, des maniaques sexuels, c'est du charriage. Ça, je le dis carrément, c'est faux. Il y a pu y avoir des cas. Dans n'importe quelle société, il y a des choses qui ont pu arriver, mais ce n'est pas l'image du tout que les communautés religieuses ont fait. Ce qu'on remarque chez ces gens-là, c'est que c'est des gens qui ont une foi, des fois, très stimulantes pour la nôtre. Vous savez, quand vous regardez les Sud-Américains, la fête de la Madone, les Portugais, tous ces gens qui sont très vivants, très souvent démonstratifs, qui nous font des processions alors que nous, on n'en fait plus depuis longtemps. Les mass-médias, d'ailleurs, vont couvrir ça avec beaucoup d'intérêt. C'est stimulant pour notre foi parce qu'on se rend compte, finalement, que beaucoup de choses qu'on a laissées n'étaient peut-être pas si mauvaises que ça. Pour moi, l'Église de l'an 2000 va être une Église moins triomphante qu'elle l'avait été dans les années 50. Ce ne sera peut-être pas une Église de pratique là, très encadrée comme on a connu, mais peut-être qu'il y aura davantage d'hommes et de femmes qui s'engageront au nom de leur foi, qui iront prier Jésus-Christ, qui le feront très librement et qui essaieront, en tout cas, dans leur vie quotidienne, de vivre ces principes de l'Évangile. Le principal regret, c'est de ne pas avoir su et de ne pas savoir assez communiquer la richesse de ce que je crois. Dans le cadre de sa revue des principaux événements artistiques de l'année 94, Catherine Vachon nous parle de la rentrée automnale. Une rentrée qui a été marquée par le film Octobre. Bonsoir. Paradoxalement, le mois de septembre s'est ouvert sur Octobre. Je parle bien sûr du film de Pierre Salardo.
Octobre fut un film significatif sur l'une des plus graves crises qu'a dû traverser le Québec, la crise d'octobre 70. Le film recréait le climat de tension effrayant qui régnait à l'intérieur de cette cellule du FLQ après qu'ils aient kidnappé Pierre Laporte. Une œuvre qui suscite encore maintenant des discussions sur la façon dont les faits sont rapportés, car les points de vue diffèrent selon la façon dont chaque personne impliquée a vécu les événements. La chanteuse Alice Roby lançait en septembre dernier sa biographie écrite par le journaliste Jean Beaunoyer du quotidien La Presse. Fleur d'Alice racontait la vie de la première grande star du Québec, de sa plus tendre enfance où elle chantait dans les arènes de boxe de Québec à aujourd'hui, en passant par les difficultés qui ont transformé sa vie et sa carrière. Une bonne suggestion de lecture pour vos vacances. Une autre grande star, une diva, je dirais, faisait parler d'elle cet automne. Le passage à Montréal du soprano Kathleen Battle créait tout un émoi. D'abord, elle interdisait l'accès à nos caméras pour son concert avec l'Orchestre symphonique de Montréal, mais elle a aussi changé d'hôtel, modifié 3 fois le programme du concert et elle rendait tout le monde nerveux à l'OSM. Portant une robe invraisemblable, elle a même obligé les musiciens à recommencer quelques pièces à la fin du concert. Bref, tout un personnage. Maintenant, à l'instar de Céline Dion, notre magicien québécois Alain Choquette tâtait lui aussi le terrain aux États-Unis. Okay, now just rub my hands. Very good. Thank you. Ce spectacle qu'il avait présenté à travers la province quelques mois plus tôt avait été largement modifié pour le public américain, avec l'ajout de nouveaux numéros de magie et même de danse. En spectacle dans un casino d'Atlantic City, Alain a particulièrement impressionné avec un numéro où il faisait disparaître une vingtaine de personnes en même temps sur scène. Les gars qui vivaient avec des femmes, si je peux vous donner juste un petit conseil pour que ça aille bien. Fermez vos yeux. D'un beau garçon à un autre, le jeune humoriste Patrick Huard brisait la glace avec son premier vrai spectacle solo. C'était un show pour adultes seulement où le sexe figurait parmi les éléments croustillants de son discours. Il y avait aussi bien sûr quelques coups en bas de la ceinture. On riait gras, mais on riait quand même. Et paradoxalement, le bon goût n'a jamais fait défaut. Patrick Huard a de la classe. Finalement, le Bourrock Voisine lançait son album Coup de tête en grande pompe à Montréal. Un succès assuré puisqu'on sait aujourd'hui qu'il en a écoulé plus de 150 000 copies. Demain, je vous parle de la rentrée toujours avec, entre autres, Patrick Bruel au Forum de Montréal, Julie Masse, André-Philippe Gagnon et le Gala de la Disque. À demain. Après la pause, Yannick nous donne les prévisions du temps. En amour avec les gens. J'ai opté pour une vie active. Les terrasses Le Bourgneuf m'offrent tout ce que je désire. Les terrasses Le Bourgneuf, des condos neufs en béton au goût des gens de Québec. Offrez-vous le cadeau de l'hiver. Les excursions Jacques-Cartier vous proposent des forfaits d'équitation en montagne, de rafting des neiges et de traîneau pour toute la famille. Du 15 décembre au 15 janvier, participez à l'un de nos forfaits et recevez gratuitement un passeport Club Loisirs d'une valeur de 30 $. Et lors de vos prochaines visites, le passeport Club Loisirs vous donnera 50 % de rabais sur vos activités, en plus de milliers d'aubaines dans 400 autres établissements. Offrez-vous le cadeau de l'hiver en traîneau, en équitation ou en rafting des neiges. Les excursions Jacques-Cartier, 848-7272, 848-PARC. En amour avec les gens. Je cherchais un condo neuf au même prix que mon logement. Moi, j'ai choisi de vivre au cœur de Québec, à 5 minutes de ville. Les terrasses Le Bourgneuf, 650 boulevard Le Bourgneuf. Les meilleurs prix à Québec. Merci de déplacer votre voiture. Les piles Énergisaire longue durée. Toute l'énergie pour continuer longtemps. Aucune pile AA au monde ne dure plus longtemps que cette pile Énergisaire lithium. Non, il n'en existe aucune autre que celle-ci.
mais nous en fabriquons d'autres. Mon tourbillon, la montagne à son meilleur. Les nouvelles glissades du Mont Tourbillon. Plus de pistes, plus de remontées, plus de hauteur, plus de vitesse, plus de plaisir pour toute la famille. La glissade à son meilleur. Mon tourbillon. Comme prévu, il n'est pas tombé beaucoup de neige au cours des 24 dernières heures. Mais Yannick, il y a certains endroits où il faut tout de même être prudent, non? Oui, en particulier la 10 de Granby à Sherbrooke, c'est partiellement dégagé à enneigé avec quand même une bonne visibilité. La 117 à partir de Labelle jusqu'à vers le nord, en fait, c'est partiellement dégagé également avec une bonne visibilité. Et la 148 dans l'Outaouais, enneigée à partiellement dégagé avec une bonne visibilité. Pour l'ensemble du réseau routier montréalais, ça va plutôt bien. Je vous rappelle le numéro de téléphone à composer pour l'état des routes de la région montréalaise, le 873-4121. On dit, là, Yannick, que nous réservent les prochaines heures? Est-ce que c'est encore un peu de neige? Oui, encore un peu de neige. En fait, depuis le début de la soirée, cette nuit, tout comme demain matin, on aura droit à quelques flocons de neige en matinée, puisque par la suite, c'est un dégagement partiel avec des températures de -8 pour demain. Et puis jeudi, bien, ce sera variable avec un maximum de -12. Pour l'Outaouais, demain, quelques flocons. Jeudi, toujours variable. Maximum pour les 2 jours, -12. Laurentide, demain, un peu de neige en matinée. Jeudi, un peu de neige en fin de journée. Maximum -12 et -15. Mauricie, demain, du soleil. Jeudi, quelques passages nuageux. Maximum -15 et -24. En Estrie, demain, 60 de neige. Jeudi, c'est variable. Maximum -7 et -15. Pour la Beauce, demain, un dégagement. Jeudi, des passages nuageux. Maximum -8 et -15. Québec, même scénario. Maximum -8 et -15. Bas-Saint-Laurent, demain, un peu de neige. Jeudi, c'est variable. Maximum -10 et -12. Abitibi-Témiscamingue, demain, une alternance soleil-nuage. Jeudi, de la faible neige. Maximum -18 et -15. Saguenay-Lac-Saint-Jean, demain, toujours variable. Jeudi, du soleil. Maximum -15 et -18. Péninsule gaspésienne, demain, 5 cm de neige au total. Jeudi, à nouveau, quelques flocons, 1 cm tout au plus. Maximum pour les 2 jours, -8 et -10. Et puis en terminant pour la Côte-Nord, demain, jeudi, ce sera variable. Maximum pour les 2 jours, -12 et -13 degrés. Un aperçu pour vendredi de la faible neige, maximum -4. Et puis pour samedi, quelques averses de neige à nouveau avec un maximum un peu plus chaud, -2 degrés. Passez une belle soirée, une bonne nuit. Puis moi, je serai là demain à 17h30. Merci Yannick. Bonne fin de soirée. Je vous rappelle en terminant que demain, au bulletin de 17h30, au Grand Journal de 17h30, nous aurons plus de détails sur l'incendie qui fait présentement rage au 3250 de la rue Forest Hill. Bonne fin de soirée.